Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode d'Histoire de guerre. Avant de rentrer dans le vif du sujet les amis, j'ai un petit message à vous faire passer. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre nos épisodes d'Histoire de guerre et ça nous fait très plaisir. Mais vous êtes encore trop peu à être abonnés à la chaîne. Effectivement, près de 70% d'entre vous regardent nos vidéos sans être abonnés. Pourtant, s'abonner à notre chaîne, c'est complètement gratuit et c'est tout simple puisqu'il suffit de cliquer sur le bouton s'abonner en bas à droite de notre vidéo. Alors si vous n'êtes pas abonné à la chaîne, n'hésitez surtout pas à le faire. Les amis, aujourd'hui, je vous propose de partir à la découverte d'une histoire complètement incroyable qui s'est déroulée il y a quelques années. On est en 2013 sur le parking d'une ville américaine. Un chercheur universitaire américain reçoit l'appel d'un ami qui veut lui offrir un cadeau pour le moins insolite. Lorsque ce chercheur ouvre ce cadeau, il découvre un petit cube d'uranium. Et ce cube est accompagné d'un petit mot écrit à la main qui raconte « Ce cube d'uranium provient du réacteur qu'Adolf Hitler tentait de construire ». Je vous propose de partir à la découverte du mystérieux cube d'uranium retrouvé en 2013 et surtout du programme de recherche nucléaire des nazis pendant la Seconde Guerre mondiale. Août 2013, Université du Maryland, États-Unis. En cette chaude matinée d'été, Timothy Kuth, professeur de physique à l'Université du Maryland, est en train de faire son jogging lorsque son téléphone portable sonne. L'homme se met à l'abri du soleil, reprend son souffle et décroche. À l'autre bout du fil, un de ses amis l'exhorte à le rejoindre le plus vite possible. Curieux, Kuth lui donne rendez-vous sur un parking. 20 minutes plus tard, les deux hommes se retrouvent. Alors que Kuth s'approche, son ami ne peut cacher son excitation. Ce dernier ouvre le coffre de son véhicule et en sort un sac en papier qu'il tend au professeur. Kuth s'en saisit, l'entrouvre et aperçoit un petit objet emballé hâtivement dans des serviettes en papier. Le scientifique le déballe délicatement et découvre un mystérieux cube métallique d'à peine 5 cm de côté. L'objet, très petit, est étonnamment lourd pour sa taille. Il pèse plus de 2 kilos. Le professeur comprend immédiatement qu'il s'agit d'un cube d'uranium. Pourtant, l'artefact ne semble pas être récent. Des marques et de petites aspérités parsèment le cube, comme si l'uranium avait été corrodé. Mais plus surprenant encore, l'objet est accompagné d'un mot anonyme griffonné sur un papier. Prix du réacteur que Hitler a tenté de construire, cadeau de Nininger. Les questions fusent dans l'esprit du professeur de physique. Le petit cube gris qu'il tient en main provient-il vraiment du passé ? Aurait-il servi aux nazis pour tenter d'obtenir l'arme atomique ? Comment a-t-il atterri dans le Maryland 70 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale ? Et surtout, qui est ce mystérieux Nininger ? Intrigué par l'étrange relique tout droit venue d'un autre temps, Timothy Kuth se lance dans une véritable enquête dans le passé et remonte plus de 70 ans en arrière, à l'aube de la Seconde Guerre mondiale. « 12 juillet 1939, résidence secondaire d'Albert Einstein à Long Island, États-Unis. Albert Einstein est paisiblement installé sur la terrasse de sa résidence et discute avec son ami et collègue Leo Szilard, un scientifique juif hongrois exilé lui aussi en Amérique. Depuis qu'Adolf Hitler est arrivé au pouvoir, les autorités allemandes cherchent à mettre la science au service de l'idéologie nazie. De nombreux chercheurs, notamment juifs, ont fui le pays par peur de persécution. Szilard est venu voir Albert Einstein pour lui proposer d'envoyer une lettre au président américain dans le but de l'avertir. Un an plus tôt, le chercheur allemand Otto Hahn a en effet découvert la fission nucléaire. La voie vers la création de la bombe atomique est ouverte. Pour Leo Szilard, la situation est critique. Le monde est au bord de la guerre
et le Troisième Reich pourrait utiliser les riches gisements d'uranium de la Tchécoslovaquie annexée pour concevoir une arme d'un nouveau genre. Il écrit : Il est concevable que des bombes d'un nouveau type et extrêmement puissantes puissent être assemblées. Une seule bombe de ce type, transportée par bateau et explosant dans un port, pourrait très bien détruire l'ensemble du port ainsi qu'une partie de la zone aux alentours. Einstein accepte de signer le document et la lettre est envoyée un mois plus tard. Mais avant même que le président Franklin Roosevelt n'ait le temps d'en prendre connaissance, la Seconde Guerre mondiale éclate. Le 1er septembre 1939, l'Allemagne nazie envahit la Pologne. Le même jour, les Allemands créent l'Uranverein, un programme militaire visant à exploiter le potentiel de la fission nucléaire et étudier la conception d'une bombe d'un nouveau genre. Le projet audacieux est placé sous le contrôle de la Wehrmacht et fait appel aux plus grands physiciens du Reich. Werner Heisenberg, prix Nobel de physique et l'un des fondateurs de la physique quantique, est propulsé à la tête d'un laboratoire de recherche. Le scientifique a pour mission de développer le premier réacteur nucléaire. Contrairement aux autres prix Nobel qui ont choisi l'exil, Werner Heisenberg est resté en Allemagne de son plein gré. L'homme compte bien mettre son savoir au service de son pays. À la fin de l'année 1939, Heisenberg transmet un rapport à ses supérieurs. Il fait état de l'avancée de ses recherches. S'il parvient à bombarder des noyaux d'uranium avec des neutrons, une réaction en chaîne permettrait de générer une énergie incommensurable telle que l'homme n'en a jamais connue. Et si cette énergie est contenue dans une bombe, l'arme serait dévastatrice. Mais Heisenberg commet une erreur dans ses calculs. D'après le scientifique, il faudrait 2 à 3 tonnes d'uranium pour déclencher une explosion. En réalité, quelques dizaines de kilogrammes suffiraient. Cette erreur conduit les scientifiques allemands à sous-estimer la capacité de l'Allemagne nazie à se doter de cette arme. De plus, le projet de recherche nucléaire allemand fait face à plusieurs problèmes de taille. D'une part, le développement d'une bombe atomique est extrêmement coûteux en ressources et en matériel, et les autorités du Reich préfèrent investir dans le développement d'armes conventionnelles. D'autre part, l'effort de recherche allemand est divisé entre plusieurs instituts répartis dans tout le pays. Les directeurs des laboratoires, mis en concurrence, fixent chacun leurs propres objectifs, civils ou militaires, et ne communiquent que très peu entre eux. Des rivalités personnelles entre les scientifiques ralentissent considérablement les recherches. À la fin de l'année 1941, l'intérêt du Reich pour l'énergie nucléaire s'étiole. Le coup de grâce intervient en juin 1942. Lors d'une réunion, Albert Speer, ministre de l'Armement, interroge Heisenberg et ses collègues. À la question cruciale de combien de temps la fabrication d'une bombe prendrait, les chercheurs répondent 3 à 5 ans. Bien trop long pour les nazis, qui abandonnent alors définitivement l'idée d'une bombe atomique. Heisenberg se concentre quant à lui sur une autre application de la fission nucléaire, la mise au point d'un réacteur pour produire de l'électricité. De l'autre côté de l'Atlantique, la lettre envoyée par Einstein 3 ans plus tôt a fait son effet. Le 9 octobre 1941, Franklin Roosevelt a approuvé la création d'un programme nucléaire et le 13 août 1942, les Américains, rejoints par les Britanniques, nomment le programme Projet Manhattan. L'objectif, fabriquer la bombe nucléaire avant l'Allemagne nazie. Conscients de l'avancée potentielle des Allemands dans la création de la bombe atomique et de la menace que représente Werner Heisenberg, les autorités américaines injectent des fonds considérables dans ce qui devient le programme scientifique le plus important et le plus secret de la guerre. Entre 1942 et 1945,
plus de 130 000 personnes travaillent sur le projet et près de 2 milliards de dollars de l'époque, soit plus de 20 milliards de dollars d'aujourd'hui, sont alloués à la création d'une bombe atomique. Derrière les murs bien gardés du complexe top secret de Los Alamos au Nouveau-Mexique, des milliers de chercheurs tentent de percer les secrets de l'atome. En parallèle de leurs recherches, les Alliés créent la mission Alsos. Un détachement de militaires et de scientifiques a pour objectif de récolter le plus de renseignements possible sur l'avancement du programme nucléaire allemand. Derrière les lignes de front en Europe, ils fouillent les universités, instituts de recherche et même les domiciles des chercheurs les plus éminents. Au milieu de l'année 1944, les Alliés poussent un soupir de soulagement. Ils ont la certitude que les Allemands sont très loin d'avoir développé une bombe atomique. « 22 avril 1945, Haigerloch, au sud-ouest de l'Allemagne. Les jeeps de l'US Army entrent à toute allure dans la paisible petite bourgade d'Haigerloch, au sud-ouest d'une Allemagne en ruine. Les soldats prennent position et commencent à fouiller la ville dans les moindres recoins. Le village bucolique, surplombé par une falaise, elle-même surmontée d'un vieux château, a été épargné par les intenses bombardements alliés. À première vue, Haigerloch est un petit coin de paradis en forêt noire. Pourtant, des documents saisis lors de l'avancée des troupes indiquent qu'un complexe secret s'y cache. Rapidement, les soldats américains et britanniques découvrent une ouverture scellée dans la falaise sous le château. Ce qui s'apparente à une cave à bière est en réalité l'entrée d'un laboratoire au milieu duquel trône la dernière expérience de Werner Heisenberg, le réacteur à uranium B8. Selon les plans, le monstre de métal est constitué d'une cuve dans laquelle sont plongés 664 cubes d'uranium de 5 cm de côté. Une fois immergés dans la cuve remplie d'eau lourde, les cubes d'uranium doivent libérer de l'énergie par fission nucléaire et ainsi permettre de produire de l'électricité. Le réacteur expérimental, testé à plusieurs reprises, n'a cependant jamais atteint le stade critique par manque de matières premières. L'installation a été démontée à la hâte, les documents ont été jetés dans une fosse septique, les cubes ont disparu et Heisenberg s'est enfui à vélo. Pendant plusieurs jours, les soldats alliés quadrillent les moindres parcelles de terre autour de la ville afin de mettre la main sur les fameux morceaux d'uranium. Le 27 avril 1945, 659 cubes sont retrouvés enterrés dans un champ à proximité d'Haigerloch. Ils sont stockés avant d'être transférés à Paris, puis aux États-Unis. Heisenberg est quant à lui retrouvé au bout de quelques jours. Capturé, il est envoyé au Royaume-Uni aux côtés des autres responsables du programme nucléaire allemand. The British, Chinese, and United States governments have given the Japanese people adequate warning of what is in store for them. Le monde découvre avec effroi les effets de la bombe nucléaire larguée sur Hiroshima. Depuis leur centre de détention, Heisenberg et ses anciens collègues oscillent entre effroi et curiosité. Le génie allemand refuse tout d'abord d'y croire, tandis qu'Otto Hahn, découvreur de la fission, se sent responsable et pense à se suicider. Après quelques mois de captivité, Heisenberg et ses collègues sont autorisés à retourner en Allemagne, et le chercheur allemand prend la tête d'un institut de physique. Dans les années d'après-guerre, le destin des mystérieux cubes d'uranium se brouille. Une bonne partie d'entre eux est effectivement envoyée aux États-Unis, mais tous ne sont pas détruits.
Certains membres du projet Manhattan, comme le lieutenant Robert D. Nininger, en gardent en souvenir. En Europe, on voit réapparaître les cubes sur le marché noir des pays de l'Est. Les autorités américaines reçoivent plusieurs courriers de vendeurs peu scrupuleux qui leur offrent les morceaux de matière radioactive en échange de quelques millions de dollars. D'autres cubes atterrissent dans les mains des soviétiques, eux aussi lancés dans la course à l'armement nucléaire. En 1952, Helmut Goltzer et Gisela Nitschke, deux citoyens allemands, sont arrêtés par les autorités de leur pays et condamnés à la prison à perpétuité pour possession d'un cube d'uranium. Et dans les années qui suivent, les cubes deviennent de plus en plus rares jusqu'à disparaître complètement de la circulation. Mais en août 2013, le professeur Timothy Kuth reçoit un mystérieux cube d'uranium. Le chercheur, assisté par Myriam Ibert, mène l'enquête. Par un véritable coup de chance, le scientifique américain tombe par hasard quelques jours plus tard sur un livre d'un certain Robert D. Nininger. Rangé sur l'étagère d'une librairie, le livre, publié en 1954, s'intitule « Minéraux pour l'énergie atomique ». En un éclair, Kuth fait le lien avec le cube d'uranium. Ce mystérieux cube était donc bien la propriété de Robert D. Nininger, membre du projet Manhattan. L'intuition de Kuth se confirme, il tient bien entre ses mains l'un des derniers cubes du réacteur de Werner Heisenberg. Une spectroscopie haute résolution révèle la composition de l'étrange artefact. De l'uranium naturel, non enrichi, comme celui utilisé par les Allemands. L'objet ne contient aucune trace de produit issu de la fission nucléaire. Il a été usé par des expériences dans un réacteur expérimental, mais n'a jamais connu de réaction en chaîne. Kuth n'en revient pas. Le cube qu'il tient dans les mains est bien un artefact du laboratoire secret d'Heisenberg. Le 1er mai 2019, après plusieurs années de recherche, Timothy Kuth et Myriam Ibert publient le résultat de leur enquête dans la revue Physics Today. En plus d'authentifier le cube d'uranium, ils tirent une conclusion édifiante. Le réacteur imaginé par Werner Heisenberg n'a jamais fonctionné. Et pourtant, le scientifique allemand était à 2 doigts de réussir. Le réacteur disposait de 664 cubes et 400 cubes supplémentaires auraient suffi. La quantité même d'uranium restait à l'abandon dans un autre laboratoire du Troisième Reich. Des calculs récents montrent que si Heisenberg avait été en possession de ces 400 cubes supplémentaires, il aurait pu réussir à faire fonctionner son réacteur et doter l'Allemagne nazie de l'énergie nucléaire. Kuth et Ibert concluent. Les cubes et la connaissance scientifique qu'ils représentent sont encore à la base de notre vie moderne, plusieurs décennies plus tard. L'expérience, imaginée par les esprits scientifiques les plus brillants de leur époque, n'a pas fonctionné. Heureusement pour nous tous. Après la Seconde Guerre mondiale, Werner Heisenberg retourne en Allemagne pour poursuivre ses recherches. En 1957, lorsque l'Allemagne de l'Ouest tente de se doter de l'arme nucléaire, Werner Heisenberg fait partie de ces scientifiques qui s'opposent fermement au projet. Il meurt finalement en 1976 d'un cancer à l'âge de 74 ans. De son côté, Albert Einstein a regretté d'avoir écrit la lettre en 1939 qui a conduit les Alliés à se doter de l'arme nucléaire. Il avouera qu'il s'agit d'une des plus grandes erreurs de sa vie et dira « Si j'avais su que les Allemands n'arrivaient pas à développer une bombe atomique, je n'aurais rien fait. » Et sur une note plus légère, les amis, vous avez sans doute dû vous dire que le nom de Heisenberg vous était peut-être familier. Effectivement, dans la série à succès Breaking Bad, le personnage principal Walter White choisit comme pseudonyme Heisenberg lorsqu'il se met
a développé son trafic de drogue? Eh bien, sachez que Heisenberg est une référence directe à Werner Heisenberg, puisque c'était un des plus grands scientifiques du XXe siècle. Et pour finir les amis, je tenais à remercier les élèves d'un lycée d'Île-de-France qui ont participé à la préparation de cet épisode d'Histoire de guerre. C'est leur prof d'histoire, Patrick Godefard, qui leur a proposé l'idée, et donc on a quelques élèves de première et de terminale qui nous ont aidés à choisir le sujet, à faire les recherches historiques et même à écrire quelques passages de cet épisode. Donc merci à eux. Et bien sûr, merci à vous d'avoir suivi l'épisode d'Histoire de guerre. J'espère qu'il vous aura plu, que vous aurez découvert de nouvelles choses et que vous aurez peut-être envie de le partager avec vos amis ou vos proches. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo sur la chaîne et d'ici là, portez-vous bien.